Nous sommes en 1893. Paris, la capitale de la Troisième République, est une ville qui respire amplement. Si les rues et les ruelles forment le système veineux de la cité, transportant le flux incessant des travailleurs et des marchandises, les places en sont les poumons. En cette fin de siècle, la place parisienne n'est pas seulement un espace vide laissé entre les immeubles, c'est une scène de théâtre à ciel ouvert, un lieu de représentation sociale, de convergence et de respiration. C'est ici que le ciel semble plus grand, que la lumière frappe le pavé avec plus de force et que l'on mesure véritablement le pouls de la métropole moderne. L'année 1893 marque un moment de maturité pour l'urbanisme parisien. Les grands percements du baron Haussmann sont terminés depuis 2 décennies et se sont intégrés au paysage. Les arbres plantés sous le Second Empire ont grandi, offrant désormais une ombre généreuse. La ville s'est approprié ces espaces monumentaux. Le Parisien de 1893 ne traverse pas une place. Il l'habite, le temps d'une traversée, d'une halte sur un banc ou d'une conversation au coin d'un kiosque. Commençons notre observation par la plus vaste, la plus imposante de toutes, la place de la Concorde. En 1893, elle est un immense désert de pavés et d'asphalte, balayé par les vents venant de la Seine. L'espace est si grand que les piétons y semblent minuscules, réduits à l'état de silhouettes noires, se hâtant d'un îlot de trottoir à l'autre. La circulation y est anarchique, mais fluide. C'est le domaine des équipages de luxe. On y voit passer les calèches vernies, tirées par des chevaux à la robe lustrée, transportant des femmes du monde vers les Champs-Élysées ou le bois de Boulogne. Le bruit sur la Concorde est particulier. Il n'y a pas de résonance de murs proches. Le claquement des sabots et le roulement des roues cerclées de fer se perdent dans l'air, créant une rumeur de fond, un bourdonnement grave. Au centre, l'obélisque de Luxor dresse son aiguille de granit rose, indifférent à l'agitation moderne. À ses pieds, les 2 fontaines monumentales, celle des fleuves et celle des mers, projettent leurs gerbes d'eau. En 1893, le bruit de l'eau qui retombe dans les bassins de bronze vert de gris est l'une des rares notes naturelles dans cet univers minéral. Les embruns rafraîchissent l'air, et il n'est pas rare de voir des promeneurs s'arrêter un instant pour observer les jeux de lumière dans les gouttelettes, s'appuyant sur leurs cannes, le haut de forme légèrement incliné. L'éclairage de la place est en train de changer. Si les candélabres à gaz, avec leurs lyres et leurs couronnes, sont toujours là, on commence à voir apparaître les premiers essais d'éclairage électrique plus intense, donnant à la place, une fois la nuit tombée, une allure lunaire et spectaculaire qui fascine les provinciaux et les étrangers. Quittons cet espace aristocratique pour remonter vers le cœur battant du Paris moderne, la place de l'Opéra. Ici, l'ambiance est radicalement différente. C'est le carrefour du monde, le centre nerveux de la vie parisienne. L'espace est saturé. La façade du palais Garnier, surchargée d'or et de sculptures, domine une mêlée confuse de véhicules et de piétons. C'est ici que l'on ressent la densité de 1893. Les omnibus de la Compagnie Générale, lourdes voitures jaunes ouvertes à impériales, s'y croisent dans un ballet dangereux. Les chevaux, nerveux, piétinent. Les cochers s'interpellent, jurent, font claquer leurs fouets pour se frayer un chemin. Le sol de la place de l'Opéra est un théâtre de l'interaction sociale. C'est le royaume du piéton pressé, de l'employé de banque en redingote, de la modiste portant ses cartons à chapeau, mais aussi du flâneur. Sur le terre-plein central, des refuges ont été aménagés pour permettre aux traversants de ne pas être écrasés. On s'y entasse, attendant une accalmie dans le flot des voitures. C'est un moment d'observation forcée. On dévisage son voisin, on juge une toilette, on échange un regard furtif. Tout autour de la place, la vie s'organise sur les trottoirs. Les terrasses des cafés, et notamment celle du célèbre Café de la Paix, s'avancent sur l'espace public. En 1893, s'asseoir à cette terrasse est un rituel. On y vient pour voir et être vu. Les hommes fument le cigare, lisent le Figaro ou le Gaulois, dont l'encre tache encore un peu les doigts. Les femmes, élégantes, sirotent des sorbets ou des vins cuits. Le brouhaha des conversations se mêle aux cris des vendeurs de journaux du soir qui courent entre les tables. La presse, l'intransigeant, demandez la fin du scandale de Panama. Les kiosques à journaux sont des éléments essentiels du mobilier urbain de ces places.
Avec leurs petits dômes et leurs vitres affichant les unes colorées des suppléments illustrés, ils sont des phares d'information. La marchande de journaux, souvent une femme d'âge mûr, emmitouflée dans des châles en hiver ou s'éventant en été, connaît les habitudes de ses clients. Elle est une figure familière, une concierge de la rue. Non loin de là, la place Vendôme offre un contraste saisissant. Si l'opéra est le bruit, la Vendôme est le silence. C'est une place fermée, minérale, octogonale, où le luxe se fait discret et hautain. En 1893, c'est le fief de la haute joaillerie et de la couture. La circulation y est rare, feutrée. Les voitures qui y entrent semblent ralentir par respect pour l'architecture classique. Le bruit des sabots résonne plus fort ici, renvoyé par les façades de pierre blonde. La colonne Vendôme, reconstruite après avoir été abattue par la commune 20 ans plus tôt, projette son ombre longue sur les pavés. Les passants sont moins nombreux. Ce sont des clients fortunés, souvent des étrangers, des Américains ou des Russes descendus à l'hôtel Ritz qui n'ouvrira que quelques années plus tard, ou à l'hôtel Bristol. On voit des grooms en uniforme traverser la place en courant pour porter un pli ou un paquet. C'est un espace de transit pour l'élite, un sas de décompression loin de la vulgarité de la foule. Changeons radicalement d'atmosphère et dirigeons-nous vers l'Est, vers la place de la République. Inaugurée dans sa forme actuelle 10 ans plus tôt, elle est immense, rectangulaire et résolument populaire. C'est le territoire du peuple de Paris, des ouvriers, des artisans, des petits commerçants. La statue colossale de la République, avec son rameau d'olivier, domine un espace qui ne dort jamais vraiment. En 1893, la place de la République est un nœud de transport vital. C'est le point de départ et d'arrivée de nombreuses lignes de tramway. On y voit ces nouvelles machines à vapeur ou à air comprimé qui commencent à concurrencer le cheval. Elles stationnent en file indienne, crachant de la fumée, attendant l'heure du départ pour Pantin, les Lilas ou Montreuil. Le sol est taché d'huile et de graisse. L'odeur est plus industrielle, mêlée aux effluves de friture venant des marchands ambulants, car la place est un marché permanent. Sur les larges trottoirs, des vendeurs à la sauvette proposent de tout. Des lacets, des crayons, des jouets mécaniques, des chansons imprimées sur des feuilles volantes. Les chanteurs de rue s'installent souvent près de la caserne du château d'eau. Un homme joue de l'accordéon ou du violon, une femme chante les derniers succès sentimentaux ou réalistes. Un cercle se forme autour d'eux. Les ouvriers qui rentrent de l'atelier, la gamelle vide à la main, s'arrêtent pour écouter. On reprend le refrain en chœur. C'est un moment de communion sociale, gratuit et spontané. Les bancs publics, ces bancs de bois vert à pied de fonte en forme de griffe, sont tous occupés. Sur la place de la République, le banc est le salon du pauvre. On y voit des vieillards qui somnolent au soleil, des chômeurs qui lisent les petites annonces, des nourrices avec des enfants. C'est un lieu d'attente et de repos. On y discute politique avec véhémence. Le socialisme gagne du terrain dans les esprits en cette année 1893. Plus loin encore, la place de la Bastille conserve une mémoire plus tumultueuse. La colonne de Juillet, avec son génie de la liberté dorée qui semble s'envoler, marque l'emplacement de l'ancienne forteresse. L'espace est grand, ouvert au vent qui s'engouffre depuis le port de l'Arsenal et le canal Saint-Martin. C'est une place charnière entre le faubourg Saint-Antoine, ruche de l'ébénisterie, et les quartiers plus centraux. En 1893, la Bastille est bruyante, rugueuse. Le pavé y tremble sous le poids des lourds fardiers qui transportent le bois et les meubles. C'est une place de labeur. On y voit des hommes forts, les débardeurs, faire une pause dans les mastroquets qui bordent la place. L'absinthe y coule encore librement, malgré les mises en garde des médecins. C'est aussi ici que se tient, une fois par an, la grande foire, mais même en dehors de cette période, la place garde un air de fête populaire un peu rude. La gare de la Bastille, toute proche, déverse ses flots de banlieusards, ajoutant au mouvement perpétuel. Mais Paris possède aussi des places plus intimes, des havres de paix où le temps semble s'être arrêté au siècle précédent. La place des Vosges, dans le Marais, est de celle-là. En 1893, elle est un carré de silence et de symétrie. Les arcades de briques et de pierres protègent les promeneurs de la pluie et du soleil. Ici, pas de tramway, pas de circulation traversante excessive. C'est le domaine des enfants.
Le square central, planté d'arbres et orné de fontaines, est le jardin des habitants du quartier. On y voit les bonnes d'enfants, en uniforme, surveillant des gamins qui jouent au cerceau ou aux billes dans la poussière des allées. Les cris des enfants résonnent contre les façades historiques. Des retraités jouent aux échecs ou aux cartes sur les bancs. L'atmosphère est provinciale. On entend le bruit des pas sous les voûtes, l'écho des conversations feutrées. C'est une place où l'on vit, où l'on habite, plus qu'une place que l'on traverse. Il faut aussi mentionner les petites places de village qui ont été absorbées par Paris, mais qui gardent leur âme. Montmartre, en 1893, est encore à moitié sauvage. La place du Tertre n'est pas encore envahie par les touristes. C'est une place de village, ombragée par quelques acacias au sol de terre battue par endroits. On y trouve des guinguettes, des tables de bois bancal sorties devant les petits débits de boissons. Ici, la population est un mélange d'artistes bohèmes, de chiffonniers et de maraîchers. On y voit passer des peintres avec leurs chevalets sur le dos, cherchant la lumière. On y croise des chèvres parfois. La vue sur Paris en contrebas est voilée par la brume industrielle, rappelant que l'on est au-dessus de la fourmilière. La place du Tertre est un belvédère, un espace de liberté où la police est moins présente, où les mœurs sont plus libres. Le soir, on y entend le piano mécanique d'un cabaret voisin. L'équipement de ces places parisiennes de 1893 mérite qu'on s'y attarde. Il constitue le décor du quotidien. Les colonnes Maurice, ces tours vertes cylindriques, sont couvertes d'affiches colorées. Elles annoncent les spectacles. Yvette Guilbert aux ambassadeurs, une nouvelle pièce de Feydeau, ou les courses à Longchamp. Ces colonnes sont les totems visuels de la ville, apportant de la couleur dans la grisaille de la pierre. Il y a aussi les fontaines Wallace. Ces élégantes sculptures de fonte verte, offertes à la ville après la guerre de 1870, sont devenues indispensables. En 1893, l'eau courante n'est pas encore dans tous les étages. Les ouvriers, les cochers, les passants assoiffés s'arrêtent pour boire à la coupe en fer blanc attachée par une chaînette. C'est un geste d'hygiène publique et de charité laïque. On voit souvent une flaque d'eau autour de la fontaine, où viennent boire les chiens et les oiseaux. Et puis, plus discrètes mais nécessaires, les Vespasiennes. Ces urinoirs publics, souvent de simples écrans de tôle ou de fonte, sont installés sur les trottoirs ou les refuges. Ils font partie du paysage olfactif et visuel, point de repère pour la gent masculine, lieu de rencontres furtives aussi parfois, aux grandes dames de la morale bourgeoise. La place parisienne est aussi le lieu où l'on observe l'évolution des modes de transport. En 1893, une nouveauté commence à envahir l'espace. La bicyclette. On l'appelle la petite reine. Ce n'est plus seulement un engin de sport pour excentriques, c'est devenu un moyen de transport à la mode. Sur la place de la Concorde ou autour de l'Étoile, on voit des hommes et même des femmes en jupe-culotte, ce qui fait scandale, pédaler fièrement. Ils slaloment entre les fiacres, faisant teinter leurs sonnettes. Le cycliste apporte une nouvelle vitesse, une nouvelle fluidité, et aussi un nouveau danger pour le piéton habitué à la lenteur des chevaux. La journée sur une place parisienne suit un rythme immuable. Tout commence à l'aube par le passage des balayeurs et des arroseuses municipales. Il faut nettoyer les débris de la veille, le crottin, la poussière. Les jets d'eau des lances transforment le pavé en miroir le temps de l'évaporation. C'est le moment où la place est la plus propre, la plus fraîche. À midi, les places se remplissent de travailleurs en pause. On mange un sandwich ou une pomme frite achetée à un marchand ambulant. Les bancs sont pris d'assaut. C'est l'heure de la démocratie du déjeuner où le petit employé côtoie l'ouvrier. L'après-midi est le temps des flâneurs, des mères de famille, des courses. L'activité commerciale bat son plein. Les vitrines des magasins qui bordent les places, comme celle de la place des Victoires ou de la Madeleine, attirent les regards. Enfin, le soir, un autre rituel marque la transition vers la nuit, l'allumage des réverbères. L'allumeur avec sa longue perche passe de lampadaire en lampadaire. Il ouvre le gaz, actionne la flamme. C'est une chorégraphie rapide. Soudain, la place s'illumine, repoussant les ombres vers les coins. La vie nocturne commence. Les théâtres ouvrent leurs portes. Les cafés s'animent davantage. Sur les places populaires, les travailleurs rentrent chez eux, laissant la place aux noctambules. En 1893, la place n'est pas seulement un espace fonctionnel.
c'est un espace politique. C'est là que l'on manifeste. Si le mécontentement gronde, c'est vers la République ou la Bastille que l'on converge. La police veille. Les hirondelles, ces agents cyclistes, patrouillent. On sent parfois une tension, une électricité dans l'air, rappelant que Paris est une ville révolutionnaire qui s'est à peine assagie. Mais pour l'heure, observons simplement la pluie qui commence à tomber sur la place Saint-Michel. Les parapluies s'ouvrent, une floraison de toiles noires qui masque les visages. Le bruit de la pluie sur le pavé, sur les toits des kiosques, sur les capotes des fiacres, unifie le paysage sonore. Les reflets des becs de gaz s'allongent sur le sol mouillé. Les passants pressent le pas. Ces places de 1893 sont des microcosmes. Elles racontent l'histoire d'une société hiérarchisée, mais qui se frotte et se mélange dans l'espace public. Elles racontent l'histoire d'une ville qui se modernise, qui s'éclaire, qui accélère, tout en gardant des îlots de tradition. De la grandeur glacée de la Concorde à l'intimité villageoise du Tertre, en passant par le vacarme industriel de la République. Chaque place a sa personnalité, son odeur, sa lumière. Elles sont les témoins muets des petites histoires. Le rendez-vous d'amoureux sous l'horloge, la dispute d'un cocher et d'un client, l'enfant qui apprend à marcher, le vieux monsieur qui nourrit les moineaux. C'est cette accumulation de vie minuscule, encadrée par une architecture grandiose, qui donne aux places de Paris en 1893 leur âme unique. Une âme que l'on peut encore ressentir aujourd'hui, si l'on prend le temps, comme le flâneur d'autrefois, de s'arrêter et de regarder passer le temps.